Hello la team, comment ça va? Comment ça va, Capette? Ça va super, content de te retrouver Léo avec un marché qui nous donne du fil à retordre, mais qui semblerait aller un petit peu mieux là ce dimanche avec les nouvelles côté US, puisque tu as Trump qui veut airdrop de l'argent apparemment. Voilà, donc plutôt bonne nouvelle. Moi ça va, toi comment ça s'est passé ton investissement sur Mega ETH? J'ai cru comprendre que tu t'étais placé sur Sonar. Ouais, bah, j'essaie de participer et au final, enfin, j'avais fait le max commitment et au final, j'ai eu une toute petite allocation. Donc, j'aimerais bien récupérer mon argent, mais le fait de récupérer mon argent, enfin, le fait de récupérer l'argent, enfin, la différence entre le max amount et genre l'allocation, je suis obligé d'attendre jusqu'au 19, je crois. Ok. Donc je patiente pour ça, mais je pense que ça vaut le coup de garder mon allocation, même si elle est minuscule. Donc on va voir. Enfin, moi, ce que je disais, c'est que je pense que cette sale, elle est toujours EV+, et que je retomberai sur mes pattes en ayant une alloc. Et je Hmm. pense que la team a fait plutôt un bon travail dans le fait Ouais, je pense d'allouer aussi. les membres de la communauté, etc. Évidemment, je suis déçu de ne pas avoir une plus grosse allocation, mais ça fait partie du jeu. Moi, j'avais fait déjà l'allocation à 222 millions de dollars de valorisation sur Echo. Donc, c'était un petit ticket, mais enfin, du coup, il en Fois fois 20 théorique quoi à peu 20. près. Ouais. Hmm. Donc ça va être cool. Et puis même si je peux avoir une entrée, même si petite à 1 milliard, c'est aussi très bien. Après, enfin, j'avais max commit parce que je pensais que dans tous les cas, c'était un x2 à x3 gratuit d'une certaine manière, vu que le TGE était pas si loin et que genre la valo, même à 1 milliard, c'était bien plus faible que les autres L2. J'étais en mode le play se prend. Hmm. Mais bon, ils en ont décidé autrement, donc voilà. Et toi, du coup? Bah écoute, au final, je suis pas rentré parce que j'ai vu que c'était oversold, comme vous le savez, moi je suis très investi dans les presales et tout, donc je suis pas extra liquide, j'ai des liquidités, mais en fait, je préfère garder mon liquide pour si j'ai besoin pour des trucs personnels que me mettre dans une situation un peu délicate, tout simplement. Ouais, pour être transparent avec vous. Je regrette un petit peu, mais sans plus. C'est juste que, je sais pas, mais c'est un pressentiment que j'ai vis-à-vis du marché de manière générale. J'ai le pressentiment que c'est tellement free qu'il va y avoir une couille d'ici le lancement. Peut-être pas, je vous le souhaite pas du coup, hein, mais bon. Une entrée à 1 milliard, il est actuellement à 5 milliards sur le pré-market, donc ça fait 1 x 5 en théorie. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner d'ici le TGE qui devrait être, je pense, fin janvier, à vue d'œil. En fait, le truc avec le pré-market, et j'en avais parlé d'ailleurs dans les autres émissions, comme quoi se hedger et shorter c'était dangereux, Hmm. notamment parce que, enfin, c'est des contrats différents, des contrats pair peu habituels, etc. Parce que c'est du pré-market, etc. Bref, bref. Mais bref, je vous avais alerté sur ça. Et au final, j'ai l'impression les gens ont tellement peur de se faire liquider. Et de se faire short squeeze en gros que bah, les gens n'osent plus shorter les pré-market, ce qui peut entre Ouais, guillemets inflate les prix des pré-market en fait. Vu que les gens ouais. sont traumatisés, ils osent plus vendre et du coup, s'il y a moins de gens qui vendent et qu'il y a toujours le même nombre de gens qui achètent pour une raison X ou Y, bah, le prix monte quoi. Donc je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. En vrai, je pense que ça va sortir entre 2,5 et 3,5. Ça m'étonnerait pas que le premier jour, genre on soit peut-être à 1,5, 2, et puis qu'une fois que les gens aient vendu, ça reparte. Dans tous les cas, je crois que ça va être le float IFDV, non? Il y aura très peu de supply en circulation au début. Il y a des gens qui sont bloqués. C'est Je... ça, en fait. Bah, en fait, tu as plus de 50% du supply de toute façon qui sera distribué sous forme de récompense de staking. Et après, pour ce qui est du supply disponible, je t'avoue, j'ai pas fait le calcul, mais je pense pas que tu auras un supply de dingue, clairement. Ouais, je pense qu'il sera autour de 3 milliards, moi, à la sortie, un truc comme ça. 2-3 milliards, en sachant que Monad, actuellement, pré-market, est à 6 milliards. Hein. Et pour moi, c'est aberrant, mais bon, bref. Après, c'est deux choses différentes. T'as un L1 EVM contre un L2 grosse perf. Euh, Hmm. je pense que dans leur approche communautaire, je dirais, et dans leur approche un peu publique et tout des choses, je pense que MegaETH a été un des L2 qui a fait le mieux les choses. En tout cas, Ouais. ils ont eu plus d'historique pour apprendre et tirer des leçons. Donc plutôt positif. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que le token va capturer de la valeur? Est-ce que ça va pas être que de l'émission de token qui va l'envoyer à zéro? Hmm. On peut faire les meilleurs allocs, les meilleurs tokenomics si derrière il y a rien qui passe au travers Excusez-moi. de ton token en termes de valeur, de revenus ou quoi que ce soit. C'est un peu compliqué, surtout dans ce nouveau marché. Donc on verra. Moi, j'attends. De toute façon, ce sera janvier 2026 de ce qu'ils disaient.
Ouais, puis j'ai vu qu'il va y avoir des campagnes incitatives en décembre, donc déjà ça va être intéressant à surveiller. Moi, je vais pas te mentir, niveau écosystème Mega ETH, j'attends pas grand-chose à part GTE et un peu Valhalla aussi côté Dex, quoi. Je sais qu'il y a Noise, je sais qu'il y a Euphoria aussi à côté, mais j'attends pas grand-chose de ces projets-là. Par contre, voilà, si tu as GTE qui se magne rapidement et qui leverage pas mal la mouvance autour de Mega ETH, ça peut être pas mal, parce qu'on est dans cette espèce de narrative perp Dex, on a Hyperliquid qui s'en sort bien, et là, en fait, ça ferait que, en théorie, je dis bien en théorie, on aurait un Dex ultra méga performant à placer en face de Lighter, en fait. Parce que pour le moment, en termes de performance pure, c'est Lighter et Hyperliquid, avec peut-être Lighter un peu plus performant qu'Hyperliquid, mais Hyperliquid beaucoup plus liquide. Et là, ce serait de la performance pure. Après, est-ce que ça va capturer de l'utilisateur? Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup farmé, j'ai fait Ouais. beaucoup de volume dessus. Et enfin c'était vraiment organique pour le coup, c'était des trades et tout. Et en faisant vraiment un volume phénoménal, j'ai eu très peu de points cette semaine comparé aux Ok. semaines d'avant, alors que j'étais dans le LLP, donc dans l'équivalent du HLP, mais sur Lighter. Plus j'ai tradé genre vraiment énormément en volume. Et au final, ça m'a rapporté quasiment rien en points. Donc la question c'est est-ce que ils récompensent d'autres choses ou est-ce qu'on arrive au bout? Parce que j'ai regardé leur système de points. Et ils ont jamais, en tout cas dans la doc, ils spécifient pas le nombre de points qu'ils distribuent par semaine. Ils disent pas quand ça s'arrête. Ils donnent aucune information. Donc est-ce qu'ils donnent beaucoup moins de points maintenant et ils s'approchent du TGE? En tout cas, moi, à leur Ouais. place, j'ai réfléchirais à ça et ça me paraît probable parce que. Alors après, le problème, je dis peut-être de la merde parce qu'ils sont passés entre guillemets enfin pas mainnet, mais ils sont passés en mode open, ouvert à tous que récemment, je crois. Ouais, il y a quelques semaines. Donc Hmm. peut-être qu'ils récompensent juste les gens qui gardent des positions ouvertes, je sais pas. Mais en tout cas, le fait de faire Ah, du c'est volume. possible ça, ouais, parce que si tu prends des positions très 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 courtes de quelques secondes, peut-être que ça paie moins, Ah ouais. oui, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup moins payé. Je sais pas si c'est un rapport, mais peut-être. C'est le fait que j'étais en mode compte qui payait des fees avant et j'ai passé en mode compte où je paye pas de fees. Et du coup, je suppose que pour eux, ça n'a Hmm. pas du tout la même valeur. C'est possible. Du coup, voilà, en tout cas, des choses que j'ai notées qui pourront peut-être vous intéresser. C'est très possible. En tout cas, Lighter, on va en parler dans cette émission. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent les state diff. C'est la même chose que sur Starknet. En gros, ils sont pas limités par l'espace mis à disposition sur Ethereum pour envoyer du stake en termes de bande passante, tu vois. Par exemple, on a vu dans je ne sais combien d'émissions, que ce soit Base, Optimism et compagnie, tu pouvais pas faire plus d'une centaine de transactions par seconde parce que tu étais limité par la bande passante Ethereum. Parce que sur les optimistic rollups, tu dois poster toutes les données. Sur des rollups ZK qui utilisent ce mécanisme de state diff, en fait, tu peux poster une quantité moindre de données. Tu peux même choisir, bon bah voilà, si tu as moins de transactions, t'en postes beaucoup. Si tu as énormément de transactions par seconde, t'en postes moins. Et du coup, ça fait que là, Lighter, ils ont fait plus de 6000 transactions par seconde cette semaine. Et ça a explosé le compteur de transactions par seconde de l'écosystème L2 Ethereum, du coup, grâce à ça. Donc là, on a eu un ATH, on est monté à 24 000, je crois, sur tout l'écosystème Ethereum au complet. Donc ça commence à être intéressant. Mm. Mais plus ça avance, moins j'arrive à y croire à Lighter. Enfin, Ah ouais? Ok. c'est parce que en fait, jusqu'à maintenant, j'avais testé un petit peu, mais pas autant. Là, j'ai testé avec de la size et dans des conditions habituelles pour moi. Et enfin, je ne peux pas sizer, même sur BTC et ETH. Ok. Genre, enfin, je peux sizer, mais genre, t'as beaucoup moins de profondeur de marché. Et du coup, mécaniquement, tu te prends des slippages qui sont bien plus importants. Hmm. Donc en fait, en gros, genre les frais que tu payes pas, tu les perds en fait sur genre Le l'efficacité de spread, ouais. l'order book et le spread et le slippage que tu peux avoir. Même sur un BTC, hein, même sur un BTC ETH, c'était pas. Alors après, bon voilà, c'était plus du trade court terme, donc forcément, tu arrives avec des sizes qui sont plus grosses que en swing et t'es amené à faire beaucoup plus de volume. Mais c'est pour vous dire à quel point, genre, scalper avec ma size, enfin scalper ou trader en petite time frame avec ma size sur Lighter, même sur BTC, ETH et tout, genre c'est pas évident. Donc voilà, et c'est pas du tout genre en mode flex, c'est genre en mode c'est genre vraiment un feedback.
parce que Hmm. il y a d'autres gros utilisateurs et des utilisateurs qui sont infiniment plus grands en size que moi. Et du coup, je suppose qu'ils ont le même ressenti d'une certaine manière. Donc, je dirais que si vous voulez faire du swing trading, donc genre tenir des positions pendant des heures ou des jours, c'est parfait. Enfin, parfait dans le sens où vous pouvez ne pas payer de frais et vous n'aurez pas un spread, slippage, etc. qui sera important parce que au final, vous n'avez pas besoin de déboucler les positions très rapidement, etc. Mais si vous êtes plutôt en plus petit time frame et que vous commencez à scaler en size, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc voilà, quelque chose à considérer. Ok, et du coup, je connais peut-être déjà la réponse, mais du coup, de tous les DEX que tu as pu utiliser, au final, l'expérience, ça reste Hyperliquid, celle qui te satisfait le mieux en tant que trader. Bah, en fait, je dirais que si tu regardes purement d'un point de vue efficacité, liquidité, choix de marché, genre les trucs qui m'importent le plus, je dirais que Hyperliquid, enfin, vraiment, il n'y a pas de doute sur le fait que, genre, pour moi, ce soit la meilleure solution. Ok. D'un point de vue incentive, moi, mon guess, c'est que, genre, si vous êtes patient et que vous n'êtes pas dans le farming court terme, HL, pour moi, donnera des récompenses qui peuvent être aussi grosses, voire plus grosses que les autres, parce qu'il est naturellement plus capitalisé, donc naturellement, il a plus à donner, même si vous êtes plus dilué. Mais tout n'est pas acheté sur le reste, tu vois. Il y en a qui ont des applications mobiles, il y en a qui ont des UI, des UX, des interfaces qui ont des options qui sont vraiment intéressantes. Je trouve Lighter très très fluide. Donc voilà, donc je dirais que dans l'ensemble, y a rien qui se compare vraiment à HL. Mais si on prenait certains points positifs et qu'on les intégrait à HL, là on serait vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. Moi, ce que j'ai trouvé ça hyper chiant. Mais par exemple, Lighter, désolé, mais genre t'as des limites de retrait rapide. Quand enfin, de size, t'as des limites. Et en fait, moi, je suis obligé d'attendre 3 heures pour un retrait. Ah ouais, ça c'est horrible. Ça, Genre, j'avoue. je dois mettre 3 heures pour faire un retrait sur Lighter parce que ils ont une capacité, ils ont une sorte de buffer qui est assez limitée quand tu veux passer en retrait rapide sur Arbitrum où c'est quasiment instant. Mais dès que tu as des sizes qui sont assez importantes, en fait, je peux même pas avoir des sizes importantes envoyées sur Arbitrum. Je suis obligé d'avoir des sizes importantes envoyées sur Ethereum. Et ensuite, d'Ethereum, mes USDC, je suis obligé de les remettre sur une autre chaîne. Donc en gros, tu perds aussi au bridge, enfin, même si c'est minime, tu perds D'accord. aussi. Donc c'est long et c'est frustrant de malade mental. HL, je retire en 5 minutes, je peux retirer quasiment n'importe quel size. En tout cas, j'ai jamais eu de problème de size. Et c'est sur Arbitrum, c'est peu de frais, genre c'est plugé à tout. Moi, j'ai trouvé ça chiant sur Lighter. J'ai eu une expérience similaire avec des limites comme ça sur Aster à l'époque, au début, et aussi sur Extended. Ok. Voilà, moi je pense qu'il n'y a rien qui se compare réellement à HL. Et en fait, pour moi, ce qui est un peu effrayant à dire, hein, on va pas se mentir, hein, mais si Lighter c'est le plus gros concurrent de Hyperliquid, disons, peut-être c'est Aster pour certains, j'en sais rien, mais Lighter ça a l'air Non, je d'être pense le que truc c'est Lighter. le plus sérieux. Enfin, ça veut dire que HL va jamais se faire dépasser par les acteurs actuellement sur le marché, genre vraiment. Ouais. Et quand tu Ouais, ouais, regardes ouais. la depth, la profondeur de marché par rapport au volume, genre le volume sur Lighter, il est boosté et farmé à la mort, mais genre Ouais. vraiment à la mort, genre c'est une dinguerie. En fait, c'est simple, quand tu as un volume qui est organique, bah genre tu as des trucs qui sont irréguliers avec des spikes, tu vois. Alors que sur Lighter, c'est genre, t'as juste un truc qui fait une moyenne et qui est assez haute et qui t'amène genre à 6 milliards de volumes par jour sur BTC, alors que la liquidité, à mon sens, est probablement 5 à 10 fois moins bien que sur HL, quoi. Ok. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, je vous donne vraiment mon retour d'expérience parce que j'ai bien utilisé les produits. Et enfin, pour moi, honnêtement, c'est du farming bête et méchant. Il y a peut-être des trucs qui arriveront à survivre et à exister d'une certaine manière, mais ça Ouais. va être compliqué. Alors En moi, tout cas, j'attends Bulk. c'est J'attends de perspective voir trading, en tout Bulk cas. qui est pas dispo encore. Tu sais, ça va être un. Ta Bullet et ta Bulk, ça va être les deux sur Solana. Ça va être intéressant à surveiller. Mais pour le moment, pas dispo du coup. Mm. Et après, bon, bah, Paradex, tu m'as dit qu'il n'y a pas trop mis les pieds. Extended, tu y as retourné récemment ou pas? Non, j'ai tradé un peu dessus. C'était pas assez liquide pour moi et il y avait des contraintes de retrait et tous ces trucs.
Et vas-y, même pour déposer, c'est un enfer, c'est long. Genre, ils te font des bridges et ça passe par DL2 et puis il y a besoin des c'est trop long. C'est trop long. Genre, enfin. Alors après, moi, je suis hyper habitué à Arbitrum et à HL et donc pour moi, Arbitrum, c'est un peu la chaîne où je passe mon temps, tu vois. Parce que c'est l'endroit où tu retires d'HL dans la majorité des cas. Mais voilà, un peu déçu de ça. Surtout que sur tous ces trucs-là, il y a pas de spot ou quasiment pas, ou c'est pas liquide. Sur HL, j'ai tout, j'ai même les stocks. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, comment dire, genre, c'est pas un problème d'essayer ces produits-là et d'être dans une perspective de farming. Juste, moi, ce que je dirais, c'est ne vous faites pas trop d'idées et n'ayez pas des attentes trop hautes sur tout ça. Parce que, genre, c'est... De toute façon, ils testent et ils voient, hein. Ils testent et ils voient tout simplement. Edgix, j'imagine que tu n'as pas essayé? Non, j'en ai entendu parler et tout, mais apparemment, de ce que je lisais sur Twitter, en fait, toute la liquidité et les échanges et les trades ne proviennent que de très très peu de comptes. Tu as un peu l'impression que tu trades contre la banque. En tout cas, c'est le sentiment que ça donnait de ce que certains disaient sur Twitter, encore à vérifier et tout. Mais je vous invite à suivre un gars qui s'appelle Stable Quant sur Twitter. Je crois qu'il est en privé, mais peut-être il est ouvert, je sais pas. Et en gros, c'est un mec qui est quant et qui fait du high frequency trading et qui fait de la data analysis, enfin de la on-chain analysis, etc. Et genre il a sorti genre des trades, genre c'est un petit compte, mais il partage des trades de malade. Et en gros, il s'est amusé à checker genre de A à Z tous les trades qui se passaient sur ces plateformes et comparer ça à HL, etc. Et il y a des choses très très intéressantes. Donc, Ce qui est intéressant du coup dans ce que tu dis, c'est que HL qui a fait le choix d'être totalement transparent ne peut pas tricher en fait, factuellement. Alors que d'autres, c'est des environnements où c'est plus difficile à traquer, quoi. Pour moi, c'est pareil. En fait, vu que tout est une chain relativement, genre tu peux tout surveiller, tu vois. Mais non, je dirais pas ça. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus incité entre guillemets sur ces exchanges-là. Enfin, parce que pour deux raisons, pour les incentives et l'airdrop. Et l'autre raison, c'est parce qu'en fait, en fait, c'est un peu le même problème au début, c'est que quand tu lances un exchange centralisé ou un exchange décentralisé, il te faut de la liquidité au début. Et s'il te faut de la liquidité, en fait, comment tu l'apportes au début, c'est compliqué. Et souvent, soit tu ramènes des market makers, soit c'est toi le market maker. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça la solution, un peu comme FTX à l'époque. À l'époque, il y avait une profondeur de marché de baiser dès le début. Et en gros, c'était Alameda qui market makait pour ses clients d'une certaine manière et ses utilisateurs. Donc, il n'y a pas de secret. Et à HL, il y avait relativement pas mal de liquidité au début. Est-ce que c'est Jeff avec ses algos? Est-ce que c'est ses potes? Est-ce que c'est des market makers neutres qui étaient juste là pour farmer? Difficile à dire. Je dirais pas que HL ne l'a jamais fait. J'en ai pas la preuve. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. C'est l'un court après l'autre, mais t'as besoin c'est compliqué. En fait, un exchange centralisé, un exchange décentralisé, pour qu'il soit pertinent, et c'est ce que disait Jeff en interview, il y a besoin de tellement de composants séparés dans lesquels tu dois être extrêmement bon que c'est ultra difficile d'y arriver, quoi, et d'avoir un produit qui est bon. Évidemment. Je vous mets le arrobas du gars dans le chat, si jamais. Parce que, alors, le stablecoin que tu as dit, là, justement, je suis allé voir, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Alors, attendez, je vais vous le trouver. Ça doit ressembler à ça, mais c'est pas celui-là, précisément. C'est Stalecoin, excusez-moi. Je vous le mets dans le chat, voilà. Stalecoin, ok. Et lui, il met des trucs qui sont vraiment intéressants. Faut être motivé, faut se réveiller tôt, hein, mais pour ceux qui veulent diguer, honnêtement, c'est intéressant. Très bien. Du coup, tu veux parler de quoi? Est-ce que tu parlais AT, Actu, niveau Actu, ça va aller vite, si jamais. On peut faire Actu et après on parle un petit peu avec le chat. Moi j'ai quelques sujets et on regarde ça ensemble. Ouais. Et écoute, c'est parti. J'envoie mon écran. Tu me confirmes qu'on le voit. C'est parfait. Voilà. Donc si jamais quand je pose des questions à Picsou, je vais sur Artemis. Je regarde un petit peu ce qui se passe en termes de concurrence sur les volumes des DERSPERP. Donc ça se passe dans Artemis, onglet Sector. D'ailleurs, voilà. Où en fait on voit des volumes de fou. Alors on voit toujours des volumes de fou sur Aster. Je comprends pas. Perso, je comprends pas ce qui se passe. Il y a juste rien à comprendre.
Il y a juste rien à comprendre. Et juste par rapport à l'actu, peut-être, je sais pas si vous voulez commencer par ça, mais là, ce que vient de dire Trump, c'est une bombe de malade. Le Ouais. fait qu'ils veuillent donner 2000 $ aux Américains, quoi, globalement, parce qu'en fait, tu te retrouves dans un moment. Alors, je sais pas à quel point il va le faire. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça va être Ouais. concret? À qui ça va toucher, etc. Mais si c'est le cas, ça veut dire que tu as une injection monétaire qui est titanesque. Et en gros, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid en 2020-2021, c'est que les gens Oui. ont reçu des chèques ou un chèque, et au final, c'est ça qui a stimulé aussi pas mal l'économie. Et Bah, ça, clairement. ça va pas aussi dans le bon sens, parce qu'en fait, ça va créer de l'inflation. Parce qu'en fait, si tu donnes 2000 $ à tout le monde, comme si c'était de la poudre de perlimpinpin, bah en fait, derrière, bah tout le monde va se mettre à acheter. Si tout le monde achète, bah les prix vont mécaniquement monter, ou les commerçants, les entreprises vont monter leurs prix parce qu'ils savent que tout le monde a de l'argent à dépenser, je sais pas. En tout Bah, cas, à je terme, c'est pense de que c'est l'inflation, ça, ouais. moi. Moi, À terme, c'est de l'inflation, mais la dernière fois, c'était un petit levier bullish pour les marchés actions et puis pour les marchés crypto, quoi. Donc bah, voilà, pour moi, 2000 $, enfin, si c'est véridique et qu'il le fait réellement, genre, je pense sincèrement que, genre, enfin, il y a moyen que les marchés aillent sur la Lune, là. Genre, bah oui, bah enfin, oui. c'est une immense dinguerie, là. Bah, la nouvelle a été bien accueillie, en tout cas dans l'heure, ça a fait monter de 3-4% BTC Ether. Maintenant, comme dit, voilà, pour le moment, l'info c'est Polymarket, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on sait juste que je crois les Américains ils sont 200 millions, 2000 $ pour 200 millions de personnes, ça fait quand même un sacré paquet de dollars Ouais. pour acheter tout et n'importe quoi, quoi. Donc, information à suivre avec attention. Et bien sûr, ça vient de tomber, hein, donc voilà, vous vous êtes promis sur l'actu. Alors, je voulais Surtout qu'il y a le remercier comme government d'habitude. shutdown en plus. De te couper, mais Ouais, aux États-Unis, ouais. enfin, c'est un truc qu'ils ont l'habitude, mais enfin bref, c'est À ce dingue. sujet-là, je suis pas très en place hein, sur cette histoire de government shutdown. Je t'avoue que je suis pas trop Bah, c'est ce quoi? que ça C'est tant donne. qu'ils n'ont pas voté les budgets et que les deux principaux partis se mettent pas d'accord. En gros, genre le gouvernement cesse plus ou moins d'agir, et puis après ils se tapent tous dans la main et ils deviennent tous copains le temps d'appuyer sur le bouton, et puis après on repart comme en 46, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais je t'avoue que ça m'inquiète pas trop en tout cas, puisque ça, disons que ça a l'air d'être un manège habituel là-bas. Alors, je tenais à remercier quand même Bitpanda de comme d'habitude sponsoriser cette émission. Donc on est en collaboration commerciale avec cet échange centralisé. C'est une plateforme qui vous permet d'acheter et vendre des crypto-monnaies, mais aussi des actions. Vous avez pas mal d'outils mis à votre disposition. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure des crypto-monnaies, parce que vous avez peut-être fait gaffe, mais le marché a un peu corrigé ces derniers temps. Et je peux pas vous dire si on a eu un top de marché, je peux pas vous dire si on va continuer d'y aller, mais en tout cas, si vous avez envie de vous exposer aux crypto-monnaies et que vous ne l'avez pas encore fait, ou alors que voilà, ça fait un moment que vous n'avez pas rechargé, bah, sachez que Bitpanda peut être une plateforme de choix pour ça. Et vous avez pas mal de choix. Pour le coup, je vous montre un petit peu. Au niveau des cryptos, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paires, dont Hyperliquid. Et c'est assez rare, hein, il faut le noter, des exchanges qui listent Hyperliquid. Donc profitez-en. Voilà. À côté de ça, vous avez des indices, vous avez des métaux, des matières premières. Le parcours d'achat est très simple. Vous créez un compte, nom, prénom, email, mot de passe, numéro de téléphone. Il y aura une petite vérification d'identité à faire. Et après, vous pouvez faire un virement bancaire ou un achat par carte bancaire. Et ça va très vite. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous faites un premier achat en Bitcoin, vous pouvez passer par l'interface classique. Et si vous commencez à faire de l'achat et revente régulièrement, passez bien par la partie Bitpanda Fusion, puisque cette partie-là applique des frais qui sont beaucoup moins agressifs que sur la plateforme de base. Voilà, je vous montre ça rapidos. Niveau de frais, voilà, on commence à 0,25% de frais taker comme maker, avec une petite interface de trading très simple, comme vous pouvez le voir. Et j'enchaîne. Donc, lien en description, bien sûr, et en commentaire épinglé pour ceux qui nous écouteront sur YouTube. Donc, j'enchaîne. On a Zcash, le meme coin Zcash qui a dépassé les 750 $. C'est un truc de malade ce qui se passe. C'est un truc de malade. Alors, je vais pas vous faire le discours très bipolaire des réseaux sociaux. Je vous le fais d'ailleurs depuis quelques semaines pour juste vous dire de faire attention. Plus potentiellement vous allez acheter le top. Je vous ai dit de trader de ça comme un meme coin, hein, souvenez-vous. Je maintiens ma parole. Zcash est un très bon projet. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Très bon projet, très bonne tech et tout. Cependant,
historiquement, le fait que ce soit un bon projet, une bonne tech, ça l'a pompé pendant 7-8 ans sans jamais s'arrêter. Vous voyez, la gueule du prix est absolument abominable. C'est seulement récemment que le jeton a explosé. Pourquoi il a explosé ? Franchement, je ne vais pas partir dans des théories du complot. C'est juste qu'à un moment donné, il y a plein de gens qui se sont excités dessus, dont Mert, qui est un personnage important de l'écosystème Solana. Et puis c'est parti en FOMO dessus. Et je pense que très rapidement, les gens ont commencé à vouloir le shorter. Les shorts se sont fait écrabouiller. Donc ça a continué de monter. Et maintenant, tu as un changement de tendance où en fait, les shorts, ils ont peur de shorter. Tu as des gens qui maxilongent comme des malades. Tu as des gens qui achètent Spotcoin. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je vous dis pas d'acheter ou pas acheter. La seule chose que je peux vous dire, voyez vraiment ça comme un meme coin. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut se retourner. Oui, ça peut continuer de monter. Mais acheter ça en mode long terme et tout, il y a toujours une petite probabilité que oui, cette fois-ci, c'est différent et que ça va continuer de monter, que c'est un truc que tu peux hold sur plusieurs années. Mais moi, personnellement, d'expérience sur ce marché, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout pour la simple et bonne raison que Zcash, c'est pas un projet qui a énormément d'utilisation organique. Sur le Darknet, personne n'utilise Zcash, à contrario de Monero d'ailleurs. Et voilà, tout simplement. Donc, projet intéressant, mais juste là, en fait, c'est comme un meme coin, les gens sont en train de se ruer dessus et puis c'est les longs contre les shorts, tout simplement. Par contre, ce qu'il y a de rigolo, c'est que aujourd'hui, on a Monero qui suit. Et pourquoi je trouve ça rigolo ? Parce que Monero, contrairement à Zcash, lui, il est beaucoup plus difficile d'accès. Donc, le pump me semble peut-être un peu plus organique. Et puis surtout, on s'approche de l'ATH. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour Monero. Problème de Monero, c'est que quand tu utilises du Monero, franchement, t'es fiché S. Qu'on te le dise, les gouvernements n'aiment pas ça, les exchanges n'aiment pas ça. Là, par exemple, j'ai cru comprendre qu'aux Émirats Arabes Unis, ils veulent même pas entendre parler de Monero. Donc, c'est un peu comme du cash électronique. Tout est absolument intraçable. C'est la monnaie des criminels et des blanchisseurs. Mais voilà, une monnaie, ça sert à ça aussi. Donc, très curieux de savoir ce qui va se passer sur Monero prochainement. Et j'enchaîne. Donc ensuite, on a Monad qui nous a fait son annonce pour nous dire que enfin, le jeton arrive pour le 24 novembre. Alors je trouve le timing intéressant. Rappelez-vous, quand on était allé sur Kraken Listing ensemble, voilà cette page que vous pouvez tous retrouver à tout moment, tu avais Kraken qui avait listé justement les chaînes qui allaient être ajoutées prochainement sur la plateforme. Et on avait justement Monad et on avait MegaETH. J'avais fait un tweet à ce sujet et je me souviens très bien que j'avais dit il y a moyen que ça sorte en octobre et on m'avait dit oui mais non parce que nanana. Bon voilà, au final c'est pas octobre, c'est novembre et MegaETH c'est janvier. Donc voilà. Même quand c'est des gens proches de MegaETH ou quoi qui vous disent oui mais non, en fait, ils essaient de noyer le poisson, mais les informations, elles sont publiques. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai le sentiment que Monad se dépêche de sortir son jeton avant MegaETH. Parce que, factuellement, je pense que les gens sont plus hypés par MegaETH que Monad. Non pas que Monad soit un mauvais projet, mais en fait, pour moi, la proposition de valeur de Monad, elle est vraiment particulière parce qu'en fait, c'est comme Solana, c'est des blocs de 400 millisecondes, c'est assez décentralisé, mais c'est pas non plus un truc de fou. Ok, c'est EVM, mais à part pour toucher de l'argent magique de fondation, qui se dit, je vais build sur Monad parce que Monad m'apporte un truc que les autres ne m'apportent pas. Franchement, pour moi, personne. Ce que tu peux faire sur Monad, tu peux le faire sur Base, sur Optimism, sur MegaETH ou quoi, avec beaucoup plus de performance, en étant un peu plus aligné avec Ethereum. Donc voilà, moi personnellement, Monad, ce que je vais surveiller à sa sortie le 24 novembre, ça va être tout ce qui va être meme coin. Évidemment, je vais regarder qu'est-ce qui va sortir le 24 novembre sur des screeners et sur d'autres plateformes qui vont lister les meme coins. Je vais jouer le play probablement avec quelques miettes, quelques centaines de dollars juste pour rigoler. Et je vais tenir une position pendant 24 ou 48 heures max et ciao. Et je pense qu'à partir de là, sincèrement, je peux me tromper. Monad, je pense qu'ils vont avoir zéro buzz et que tout le monde va s'en battre les couilles, vraiment. Et pour ce qui est de MegaETH, et du coup, le TGE, lui, sera, je pense, fin janvier. Et là, ça va être un petit peu plus intéressant à surveiller parce que déjà, contrairement à beaucoup de tokens de Layer 2, le token de MegaETH servira pour payer le gaz. Donc, ce sera déjà un token que tu as besoin d'avoir pour utiliser le réseau. Et en plus de ça, ils vont inciter les gens à acheter et à staker pour obtenir des récompenses et d'autres types d'avantages. Donc, pareil, c'est un petit peu le sucre qu'on nous donne pour nous motiver à avoir le jeton. Est-ce que MegaETH va tenir sur la durée ? Franchement, je sais pas.
Je suis un peu mitigé. En fait, d'un côté, c'est hyper hype, c'est hyper sérieux et tout. Mais d'un autre côté, l'écosystème en face, il est vraiment léger et je suis assez pessimiste sur la partie écosystème. En fait, factuellement, il n'y a rien sur les deux, quoi. Bah, de toute façon, oui. Parce que J'ai jamais factuellement. entendu parler d'application sur Monad. Mais après, le truc, c'est que vu que c'est EVM, bah, n'importe qui Ouais. va pouvoir brancher ça et le mettre sur Monad. Après, peut-être ça aura un intérêt, je sais pas. En fait, il y a trop d'inconnus, on sait pas à quoi ça va. Enfin, je sais pas, moi, Bah, t'as juste Kuru Exchange, en fait, qui sera un peu le DEX de Monad. Mais moi, j'ai même unfollow parce qu'en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, j'ai jamais vu un gars dans ma TL dire oui, ne fadez pas Kuru parce que si, parce que ça, voilà. Et là, tu vois Introducing Monad Momentum App. Tu vois les apps de Monad, je n'en connais aucune. J'en connais aucune. Je vois juste Kuru Exchange en haut à gauche. Donc, comment vous dire, as usual in crypto, hein, vous regardez un petit peu, les données sont publiques, hein, de toute façon. CryptoRank, Monad, ils ont levé 244 millions de dollars. Donc c'est une boucherie, qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'ils foutent de ce fric? Je sais pas, frérot. On sait pas à quelle valorisation, mais je pense qu'il y en a qui sont rentrés à quelques centaines de millions et puis qu'il y en a qui sont rentrés à 1 milliard, voire 2 milliards pour les derniers arrivants. D'où le fait qu'on a un pré-market à 6 milliards, mais je pense que très rapidement, ça va piquer du nez, hein, sincèrement. C'est ce que je pense, en tout cas. Je peux me tromper. Et franchement, acheter du Monad en mode ouais, long terme et tout, moi, j'arrive même pas à me le mettre à l'esprit, en fait. C'est inenvisageable. Mais de toute façon, Donc, voilà. c'est simple. Hein. En fait, il n'y a quasiment aucun token qui est lancé et qui a une bonne performance au lancement, factuellement. Donc, en gros, ces trucs vont aller à zéro. Ils vont dégueuler. Ils vont fondre. C'est très probable, en tout cas. C'est ce que je pense. On verra. Et puis, une fois qu'ils auront dégueulé, s'il y a des trucs qui sont intéressants, qui se bâtissent dessus, qui est une narrative, pourquoi pas. Mais ils vont être mis à l'épreuve, quoi. Et les gens ont peur de shorter les pré-market, donc je ne mettrai pas trop de valeur dans le truc qu'ils donnent actuellement. Pareil, exactement. En tout cas, voilà, on est quand même sur un marché de dingue. Hein. Sui est toujours valorisé à 21 milliards de dollars, à ne pas oublier. Dis-toi, là, dans mon bâtiment à Dubaï, je parle avec un gars qui fait un peu de crypto vite fait, tu vois, il fait de l'immobilier et tout. Il me dit, j'ai rechargé du Sui sur le Deep, là. J'étais sans mots. Et après, pour ce qui est d'Aptos, pour rester un peu dans le même délire, excusez-moi si ça met un peu de temps à charger, je sais pas pourquoi. Aptos est valorisé à 3,6 milliards. Donc déjà sur la guerre Aptos-Sui, Aptos s'est fait complètement déchirer, qu'on se le dise, le marché a préféré Sui. Mais voilà, dites-vous juste que Aptos, qui a quand même un écosystème factuellement beaucoup plus performant que Monad, bah, il est valorisé 3,6 milliards alors que Monad est valorisé à 6 milliards. Non, c'est pas EVM. C'est pas EVM, mais c'est hyper performant, ils sont plugués sur AAV, ils ont un block time de moins de 70 millisecondes. En vrai, j'ai envie de te dire, franchement... le marché s'en tape. Ouais, non, mais tu vois, genre moi-même, je build et tout, et tu te rends compte que, en fait, quand t'es EVM compatible, le champ des possibles est tellement plus large. Genre, parce que, en fait, ça intéresse qui de dev dans une tech que, genre, personne n'utilise en crypto ou très peu de gens, et de faire des... En fait, c'est tellement un pari qui est énorme. Genre, c'est ultra difficile de réussir. Quand tu fais pas quelque chose de VM, en fait, il faut il y ait des gens qui soient prêts à passer, genre, des années de leur temps pour bâtir des choses chez toi en ayant la conviction que ça va marcher et que ça va performer. Et en fait, le truc, c'est que factuellement, 99% des cas, ça va échouer. Et il y a peut-être 1% des cas où ça va réussir. Je pense que ça a été peut-être le cas de Solana. Parce que dans la durée, en vrai, il n'y a que Solana qui n'est pas EVM qui a réussi à tenir. Il n'y a que Solana. Et genre même, tu vois, Hyperliquid qui ont une chaîne qui est genre très performante et tout sur le L1 avec Hypercore et tout. Eux-mêmes ont fait une chaîne à côté qui est EVM parce que c'était le meilleur moyen de connecter son écosystème au reste de la DeFi. Et en fait, quand tu regardes les intégrations avec les Layer 0, les Wormhole, les intégrations de Money Market avec Morpho, AAV, Euler, l'arrivée d'AMM comme Uniswap et même des forks et tous ces trucs-là, c'est possible parce que c'est EVM et que au pire des cas, les gens fork en fait. Et dans le meilleur des cas, si ces produits ont de l'attraction, genre t'as les grosses marques comme AAV, Morpho, Uniswap qui se positionnent dessus. Mais tant que ça n'est pas le cas, t'as des mecs qui rebâtissent de A à Z ce qui a été bâti maintes et maintes fois. Alors évidemment avec une performance différente et ça a ses avantages. Mais si t'as aucune liquidité et que t'as personne qui utilise ta chaîne, même si elle est plus performante, ça sert à rien. Et c'est pour ça que c'est pas la meilleure tech qui gagne, c'est l'effet de réseau qui gagne.
en soi. En tout cas, sur ce cycle, ouais. La tech, ça a marché. Solana en est la preuve, hein, évidemment. Suit pour les investisseurs privés aussi, qu'on se le dise. Hein. Il y en a qui sont rentrés bien en dessous des 1$, donc GG à eux. Mais mis à part ça, ouais, toutes les alt VM sont des échecs. Toutes. Pour les investisseurs, c'est un putain d'échec. Et quand on regarde tout ça... encore une fois, le problème, c'est qu'ils mettent... leurs tokens sont useless, en fait. C'est ça. Donc, tout ça, c'est de l'EVM, les gars. Et dans ça, il y a quoi qui fonctionne? Il y a Ethereum, Solana, BSC avec des saisons de meme coin, Tron, ça reste un mystère, mais vas-y, les exchanges, les retraits, les stablecoins, ok. Base, ok. Arbitrum, c'est un bridge, mais ok. Plasma, ça a de l'attraction qui est incentivée, mais il faudrait voir dans quelques mois ce que ça donne. Hyperliquid L1, c'est pas EVM, mais c'est un perp DEX, plus ou moins, majoritairement. Avalanche, il y a des gens qui font des trucs dessus, mais je connais plus personne qui va sur Avalanche. C'est plutôt institutionnel, ouais, c'est pas le retail sur Avalanche. Ouais, et Sui, Polygon, Linea, Aptos, Katana, il y a quasiment personne qui utilise ça. Et il y en a beaucoup, ils ont des TVL, mais t'as beaucoup de LP deal. En gros, c'est des fondations ou genre des applications qui disent prêtez-moi tant d'argent pendant X temps et je vous rémunère garantie ce montant-là. Du coup, ça inflate, ça augmente tous les chiffres. Du coup, certains voient ça comme de la croissance et commencent à regarder, à suivre et à s'intéresser. Et puis, une fois que les récompenses et les incentives disparaissent, il reste plus personne en fait. Et ça qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les chaînes qui performent par rapport aux incentives qu'elles donnent. Est-ce que Plasma, les gens y foutraient les pieds s'il n'y avait pas d'incentive? Je suis pas sûr. Bien sûr que non. De toute façon, c'est tout l'intérêt. Hein. C'est une DeFi alors que chain. Base, en vrai, soit il y a des incentives cachés, soit elles sont peut-être plus au niveau de l'app et encore. Mais ça s'arrête là. Bref, après, peut-être que je deviens fou, je dis de la merde. Non, mais en vrai, c'est fou, gros, parce que, regarde, EVM, alors je suis pas certain, mais je crois que Katana c'est EVM, Chronos c'est EVM, Volta c'est EOS, si jamais c'est EOS qui a rebrand Volta. Mental c'est EVM, Berachain c'est EVM, Pollinator je sais même pas ce que c'est, OP Inc c'est EVM. C'est quasi que de l'EVM. En fait, la DeFi c'est l'EVM. Et même les layers 2 de Bitcoin comme Bob, c'est aussi de l'EVM. Mais pour moi, ça a été le problème de Starknet aussi, c'est qu'ils ont mis grave du temps à s'interconnecter au reste. Et s'ils avaient pu s'interconnecter au reste, je pense que l'histoire aurait été différente. Après, ils ont fait des choix parce qu'ils voulaient entre guillemets, la meilleure tech et parce que l'EVM est très restrictif d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, mais moi, sur l'EVM, c'est trop compliqué. Je les comprends pas, hein. Parce qu'ils avaient Kakarot, Zk EVM qui devaient les débloquer. Au final, ils ont dit que non, machin. Je sais pas, peut-être on n'a pas toutes les infos et qu'ils se sont pas entendus. Mais moi, j'entends le discours de mettre de l'EVM en surcouche de Starknet, ça bride Starknet. Mais d'un autre côté, si Starknet a zéro buzz, ça bride aussi Starknet, tu vois. Donc, je comprends pas ce choix. Je comprends absolument pas. Et on va pouvoir enchaîner. Donc ensuite, tu as dû voir passer Balancer qui a été victime d'un gros piratage. Alors pour info, c'est leur 3e piratage. Sauf que les 2 précédents parlaient de centaines de milliers de dollars. Là, on parle de 120 millions de dollars sur la V2 du protocole, parce qu'ils ont une V2, ils ont une V3. Et qu'en gros, tous les dérivés d'Ether, donc les WETH, OSETH, WSTEC, ETH, ils se sont tous fait bousiller. Voilà, et là ils ont fait un petit communiqué classico pour dire aux hackers voilà, si tu reviens vers nous, on va pas t'attaquer, on te donnera un petit sucre. Mais pour le moment, visiblement, le hacker n'est pas revenu vers eux, donc c'est absolument terrifiant. Mais ce qui est terrifiant, c'est que c'est des protocoles qui sont audités maintes et maintes fois, etc. Et que en fait, t'as beau te faire audit par toutes les meilleures firmes et avoir plein de choses en place. Il y a toujours du risque en DeFi, en fait. Complètement. Je pense que c'est ça que ça rappelle. Parce qu'au final, là, les gars, faut vous rendre compte que là, il y a 120 millions de dollars qui ont été envolés, perdus, ou en tout cas siphonnés, parce qu'il y a eu un problème d'arrondi, probablement dans une ligne parmi des dizaines de milliers, quoi, ou des milliers de lignes, quoi. Donc, c'est une dinguerie, quoi. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. C'est genre en mode, ils trouvent un tout petit truc qu'ils arrivent à exploiter, et au final, ça... Bref. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'on n'arrive pas à isoler les environnements et qu'à chaque fois qu'il y a un piratage, les gars, ils vident tout, tu vois. Moi, c'est ça qui me terrifie, en fait. C'est on-chain, et les mecs, ils arrivent à tout faire en une TX ou en très peu de TX en très peu de temps. C'est compliqué de faire face à ça, quoi. Faut inventer des règles exprès, quoi. C'est leur boulot, hein, mais bon, bref. Et du coup, pour... Ils l'auraient fait, je sais pas. Parce qu'après, t'as plus vraiment la possession de tes fonds. Enfin, je sais pas, quelles règles ils pourraient mettre en place, je sais pas. C'est leur boulot, frérot. Je sais pas quoi te dire. Ensuite, on a Berachain. Du coup, pendant cette histoire de piratage, les validateurs de Berachain ont fait le choix de tout simplement
arrêté toute la partie balancer sur la chaîne. Voilà, je crois même qu'ils ont arrêté le réseau. Ouais, c'est ça, ils ont arrêté le réseau et ils l'ont relancé, comme Terra Luna à l'époque. Alors j'ai vu des gens s'offusquer pour dire ah bah super la décentralisation. Bah c'est littéralement le principe même de la décentralisation, c'est qu'en fait si les acteurs d'un réseau arrivent à un consensus pour se dire que là ce qui est en train de se passer ça pue la merde pour le réseau, bah ils arrêtent le réseau en fait. Donc les gens trouvent toujours un moyen de se plaindre, mais c'est comme si je vous disais il y avait une attaque sur Bitcoin et que les mineurs de Bitcoin avaient un moyen de s'en sortir et que du coup il y avait une coalition entre les mineurs pour essayer de s'en sortir. Bah ça serait quelque chose de probablement très sain. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé entre Bitcoin Core et Bitcoin Cash d'une certaine façon. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en crypto. Donc moi pour le coup Berachain il y a beaucoup de choses à critiquer, mais le fait d'avoir fait ça, d'avoir mis en pause la chaîne pour pouvoir essayer de récupérer du pognon pour les gens qui étaient touchés, je trouve que c'est plutôt quelque chose de sain, personnellement. Ensuite, voilà, on nous apprend que l'Union européenne préparait sa propre SEC, c'est-à-dire un organisme européen pour réguler les marchés boursiers et crypto. Alors là, c'est pareil, ça pourrait arriver, mais ça pourrait aussi se compliquer parce que, comme d'habitude, ça, c'est des initiatives qui viennent principalement de la France et de l'Allemagne. Mais tu as d'autres pays dans l'Union européenne qui disent « Bon, vous êtes bien gentils avec vos trucs de supracentralisation, mais moi, ça m'emmerde. » Donc, du coup, tu as le Luxembourg et tu as l'Irlande qui se sont plaints parce qu'ils craignent de perte d'autonomie et de bureaucratie coûteuse à ce sujet. Et ils ont parfaitement raison, en fait. Voilà, donc, affaire à suivre. Mais c'est pas quelque chose qui me ravit plus que ça parce que jusqu'à présent, les réglementations en crypto, elles n'ont pas été terribles. Heureusement, il y a certains pays qui ont pris les devants, dont le Luxembourg qui commence à se faire une petite trésorerie en Bitcoin notamment. Et tu as aussi, je crois, c'est la Finlande, c'est ça? Tu as un gros fonds d'investissement qui ont bet big sur les actions de MicroStrategy. Ensuite, Stream Finance s'effondre, 93 millions envolés, DPEG et enquête judiciaire. Alors, je sais pas si tu avais vu Léo, je sais pas si le chat ou YouTube vous l'avez vu également. On avait CBB qui avait fait un tweet pour nous dire, voilà, si vous avez de la monnaie sur Morpho, sur Euler, je vous conseille de sortir l'argent de toutes vos positions exposées à M-Hyper et XUSD. Donc il explique qu'en fait le yield proposé et puis le levier utilisé est absolument aberrant et que pour lui ça va mal finir. Et quelques jours après ces tweets, très mal fini, puisqu'on a le stablecoin XUSD qui a littéralement dépeg jusqu'à 11 centimes de dollars, parce qu'en fait, ils ont annoncé avoir un trou de 93 millions dans les caisses. C'est absolument aberrant. Je ne sais pas comment en fait, ils se sont... Ils bouclaient sur leur propre stablecoin. Je crois qu'ils bouclaient genre 7, 8, 9 fois. Enfin, j'ai entendu des trucs dans le style-là. Et il y a tout un délire où, en gros, genre, l'argent était géré par un gestionnaire de fonds qui était externe et du coup, genre, Stream Finance. Mais apparemment, moi, de ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai ou pas. Apparemment, Stream Finance, c'est 2 gars, hein. Donc, et bref, il y avait un gestionnaire de fonds extérieur et je sais pas quoi. Et là, ils font genre une sorte d'audit avec des legal firms pour comprendre ce qui s'est passé et tout. Mais ils ont clairement joué au con, ils ont bouclé de partout. Ouais. Et ils avaient beaucoup moins que ce qu'ils claimaient. Et puis, enfin bref, il y a RE7, si tu tapes RE7, RE7 Capital, je crois, ou Labs, je sais plus quoi, bref. Ouais, tout en bas, Labs, tout en bas. Excuse-moi. RE Ouais, Labs. ouais, ça, Ouais. je crois. Ils ont fait un tweet détaillé par rapport à ça. Ouais, ça. Et en gros, ils ont tout expliqué de comment genre leur position était affectée, etc. Et en fait, en gros, genre là où c'est vraiment parti en couille, c'est que là, genre ça n'a jamais été autant la guerre entre AAV et Morpho. Parce que en gros, ces mecs-là avaient des vaults sur Morpho. En gros, sur Morpho, tu peux créer des vaults et après, tu as un système de curators. En gros, les curators, c'est ceux qui vont décider de ce qu'il y a dans les vaults et dans les stratégies qui sont employées pour générer du yield au travers de ces vaults-là. Et en fait, il y a des curators qui, globalement... En fait, le problème des curators, c'est qu'ils sont payés à prendre du risque. Parce qu'ils vont prendre une performance fee. En gros, ils vont prendre un pourcentage des gains de ce que les vols génèrent et potentiellement genre une management fee, je crois, mais surtout une performance fee. Et en fait, comment la performance fee elle augmente soit avec la TVL qui augmente, soit avec l'APY qui augmente, soit avec les deux. Et du coup, en fait, ils mettent en place des choses pour que l'APY monte et la TVL monte pour pouvoir extraire le maximum de fee. En tout cas, c'est EV+ pour eux de faire ça. Jusqu'au moment où ils prennent tellement de risques que en fait, le vault se fait rug et au final, ils se retrouvent dans la panade, quoi. Et il y a pas mal de curators et de stratégistes et de mecs qui travaillent dans ça. Je crois qu'il y avait MEV Capital, il y avait Stream Finance et tout le reste. Enfin bref, il y a pas mal de mecs qui géraient ces trucs-là qui ont subi des losses parce qu'ils avaient du XUSD dedans parce que ça leur générait du yield. Et en gros,
t'as toute la clique AAV, dont Mark Zeller, Stani, etc., qui ont, en fait, qui ont enchaîné les tweets pour dire, regardez, les systèmes de Vault, c'est de la merde, c'est mieux de faire confiance à AAV qui choisit tout pour vous, globalement. Ça s'entend. Ça a été grosse bataille. En fait, le problème, en gros, tu devrais regarder les tweets de Paul Frambeau et de Merlin, qui font partie des cofondateurs de Morpho, qui ont parlé de ça aussi. Qui ont retweeté pas mal de trucs. Il y a aussi les mecs de Gauntlet et de Steakhouse qui ont parlé de ça. Parce qu'en fait, en gros, il y a plein de curators sur Morpho qui n'ont pas été impactés par ça. En fait, genre, je sais pas à quel point n'importe qui peut créer un Vault, mais en tout cas, il y a des centaines de Vaults. Et il y en a très peu proportionnellement qui se sont fait impacter par ça. Et en gros, Morpho disait que si on veut une DeFi qui est permissionless et qui genre scale, on est obligé de déléguer ce travail à des curators qui, eux, vont assess le risque, qui vont définir le risque, et ensuite les gens décident dans quoi ils mettent leurs billes, quoi. Là où AAV est un peu une solution où, en gros, quand c'est sur AAV, ils te garantissent rien, mais tu pars du principe qu'ils ont fait leur due diligence et que si c'est sur AAV, c'est safe, quoi. De toute façon, ça a toujours été le discours de Mark Zeller, c'est on vous promet pas des yields de fous malades comme certains, mais on fait le nécessaire pour que dès que ça pue le caca, en fait, on dégage le risque. Mais techniquement, ça c'est aussi vrai d'une certaine manière par rapport à Morpho, parce que genre tu peux avoir des vaults qui ont très peu de risques, et puis des vaults qui ont énormément de risques. Et le truc, bien c'est sûr, que les gens peuvent regarder la composition des vaults en temps réel, ils peuvent voir les fees qui sont pris, ils peuvent voir les adresses, ils peuvent voir tellement de choses. Mais le problème, c'est que les gens, ils voient un APY, et ils réfléchissent pas à ce qu'il y a derrière l'APY, ils mettent de l'argent dedans. Évidemment. Et puis après, t'as des clowns qui arrivent, qui bouclent de manière infernale un stablecoin, et après, ça part en couille. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais après, il y a plein de curators sérieux qui n'ont pas été impactés par ça. Donc, bref, en gros, ça n'a jamais été autant la guerre entre AAV et Morpho. Et Mark et Stani de AAV mettent un pressing comme pas possible sur Morpho. Et en fait, honnêtement, sincèrement, quand je vois cette attitude de la part de AAV, au-delà du fait que genre ils ont créé un protocole et un produit qui est vraiment exceptionnel, que j'utilise et que tout le monde utilise, je pense, en DeFi, ça, il n'y a aucun doute. Le fait que genre AAV soit aussi agressif, à mon sens, ça me donne l'impression qu'ils ont peur, en fait. En fait, les mecs d'HL, quand il y a des concurrents et tout, ils répondent même pas. Ouais, pas, mais genre, gros, et puis t'as plein de teams, quand il y a des trucs comme ça, ils répondent pas. Genre là, c'est. Oui, non, mais Jeff, gros, c'est Jésus-Christ. Non, mais je sais, frérot. Mais gros, genre AAV, c'est. Zeller. C'est combien? C'est 40, 50 milliards de TVL, genre en mode. Non, mais j'entends. Mais c'est. Comment dire? Zeller, il est comme ça, en fait. On est sur un marché, il y a de tout. Et Zeller, il a toujours été. Moi, j'ouvre ma gueule, mais j'assume. Et jusqu'à présent, il ouvre sa gueule, mais ça se passe bien, tu vois. Alors après, oui, c'est agressif. D'autres pourraient ne pas le faire de façon aussi agressive. C'est agressif. Mais ultra agressif. Donc, mais le truc, c'est qu'à la fin, t'as quand même des gens qui se font dézinguer, tu vois. Mais c'est comme si je te dis... ça, la réalité. J'abuse dans la comparaison de zinzin. Mais c'est comme si sur Uniswap, il y a des mecs qui font une pool sur un putain de meme coin et ce meme coin, il va à zéro. C'est la faute de Uniswap? Non. Mais moi, je prends un autre exemple. J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Les BTC Maxi qui nous disent depuis 8 ans, tous vos altcoins, ça pue la merde, achetez du Bitcoin. Et tous les ans, ils voient des mecs prendre beaucoup trop de risques sur des altcoins, se faire déglinguer et chialer. Et au bout d'un moment, les mecs, ils deviennent agressifs, tu vois. Parce qu'ils sont en mode, c'est pas faute de vous dire à longueur de temps que tous les altcoins puent la merde et achetez du Bitcoin. C'est même, pas 5% des vols de Morpho. Alors c'est tout petit. Enfin, genre en taille, genre c'est conséquent. Mais tu peux pas faire de ce cas-là une sorte de généralité sur tout Morpho. Alors peut-être que je suis pas assez compétent et que j'ai pas assez de connaissances, et ça je peux l'admettre parce que des gens comme Mark Zeller ou Paul Frambeau ou Stani ou tous ces mecs-là, c'est des mecs qui font ça full time, qui connaissent le sujet infiniment mieux que moi, et il doit y avoir des raisons derrière ces tweets, et parce que je pense que ça leur tient à cœur, et parce que en vrai, on va pas se mentir, ils ont une haine l'un envers l'autre, hein, surtout de AAV envers Morpho. Enfin en tout cas moi c'est ce qui en découle et c'est ce que je vois. Mais voilà, moi je trouve que l'attitude était ultra agressive et je souligne que ça m'a surpris. J'entends. Moi, c'est juste que, en tant que joueur de jeux vidéo en ligne, la toxicité et l'agressivité sur les réseaux me choquent pas plus que ça.
Surtout quand, à la fin, c'est pour essayer de protéger des gens ou de faire passer un message. En fait, moi, si tu veux, clippez pas les mecs, c'est le gars. Moi, si tu veux, je suis pour le bully, tu vois, dès l'école, où t'as des gens qui bullient d'autres gens, parce que c'est un process qui est mauvais, qui des fois va trop loin. Je suis pas pour le harcèlement, d'accord, mais je suis pour le bully. C'est harcelé. Je suis pour toi, tu fais de la merde, je te dis pas gentiment, je te mets la misère en fait. Je te mets la misère et soit tu corriges, soit je continue de te mettre la misère. Moi, j'ai été bully, toi, j'ai été bully. genre le mec qui bully, il a la vérité absolue et du coup, il l'impose par la force. Genre, du coup, c'est une bonne chose. Moi, je considère que le bully en général, ça. C'est pas parce que soigne, c'est pas parce que genre t'es le plus fort physiquement que t'es le mec qui a raison. Genre. Non, Et mais c'est la c'est même pas une chose avec question de force AAV, physique. genre. C'est pas une question de force physique en réalité. C'est une question de. C'est qu'en fait, je sais pas. En fait, Moi, quand je ne valide pas ça, les gars. Moi, je. Ouais, mais bien sûr, gros. Mais tu vois, c'est comme quand tu fais on donne pas nom. Quand tu fais le donneur de leçons à longueur donnée sur Twitter et puis qu'à la fin, tu fais exactement la merde que t'as critiqué tout le temps. Bah, ça te revient dans la gueule, tu vois. Donc, tu peux bully, mais faut assumer. Et forcément, si Zeller, il envoie, bah, si un truc se passe mal un jour sur AAV, il va prendre pleine poire. Il le sait, tu vois. Mais pour le moment, sur AAV, ça se passe. Donc moi, c'est pour ça que je dis, c'est carré. Donc en gros, t'as le droit de casser la gueule à tout le monde et puis le jour ça se retourne contre toi, t'es mort et tout va bien. Bah, c'est ce que font les États-Unis. Non mais. C'est ce que fait l'Empire colonial britannique, c'est ce que fait l'Empire français, c'est ce que fait la Chine. Là, tu parles de pays là. Bah ouais, mais c'est un process naturel de société, tu vois. C'est que t'imposes ta vision et puis bah si un jour ta vision elle est trop mauvaise, genre Troisième Reich, bah ça te revient comme un boomerang dans la gueule. Donc là on compare Morpho au Troisième Reich, je vais péter en plomb. Ça vous fera un petit peu de matière pour l'espace commentaire sur YouTube. Je continue. Du coup, alors, je sais que toi, tu suis bien Etena, frérot. Est-ce que tu sais pourquoi le market cap s'effondre comme ça? Je crois que plusieurs trucs, les fundings ont baissé. Il y a eu un airdrop récemment. Il y a eu pas mal de trucs en même temps qui ont fait que voilà. Et puis après, Ethena et ENA, enfin USDE, c'est très très bouclé au travers de AV. C'est ce qu'ils appellent. C'est depuis le crash du 10 octobre. Je sais plus quoi, liquide, je sais plus quoi. Enfin, en gros, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, moi, de ce que j'ai vu, ils ont pas eu d'ADL ou très peu, donc ils s'en sont sortis publiquement de ce qu'ils ont dit. Ils ont des proof of reserve et des trucs qui sont mis à jour assez très régulièrement même. Ils ont même pris des précautions et mis des choses en avant dernièrement. Et en fait, il y a des gens qui font la comparaison de XUSD avec USDE. Ouais. On marche sur la tête. Non, c'est pas ça. Ouais, mais en fait, alors moi, de ce que j'ai lu, c'est que visiblement, il y a des gens qui sentaient qu'il y avait moins d'opportunités sur le potentiel, tu sais, pour le stake USDE, sur Ethena de manière générale et tout. Donc, tu as des gens qui ont pris leur yield jusqu'à présent et puis qui ont commencé à sortir, tout simplement. En fait, une des raisons que je vois ou que j'anticipe, mais après, peut-être je suis totalement dans le faux, mais c'est de la supposition à ce stade. Hein. Mais le problème, c'est que en fait, USDE, les gens, ils bouclent dessus. Ils bouclent dessus via AV, via d'autres money market, enfin bref, ce qui est disponible. Parce que en gros, c'est un stablecoin. Tu peux avoir du rendement avec sa version stakée. Donc en gros, tu as un yield et par rapport à d'autres solutions en DeFi, il y a moins de risques ou genre pas trop de risques. Enfin, c'est un produit qui est quand même battle testé, qui existe depuis longtemps, etc. Le problème, c'est que quand ton APY baisse, mais que ton APY pour emprunter augmente ou reste le même, ça veut dire que genre l'APY que te donne cette boucle est inférieur, voire il peut devenir négatif. Donc en fait, l'intérêt de boucler, enfin l'opportunité de boucler, elle existe uniquement si genre ton coût d'emprunt est pas trop élevé et que le rendement du sous-jacent est assez bon. Le problème, c'est si le rendement que l'USDE ou le SUSDE donne, il baisse et que genre les borrow rates ils augmentent, notamment avec la situation récente, etc. C'est un peu problématique quoi. Donc donc à voir parce que je crois qu'on est à 5% d'APY. Tu vois le truc, c'est enfin je sais pas à quel point ça te coûte cher d'emprunter. Bon après t'as tout le système de core market, d'isolated market, t'as le e-mode, t'as tous ces trucs là qui te permettent genre de dire que deux assets sont corrélés. Du coup ton potentiel d'emprunt il est bien
bien supérieur. Enfin bref, il y a plein de trucs. Je peux pas aller sur AV actuellement vu que c'est ban en Indonésie, je crois. Mais voilà. Donc moi, c'est une explication que je vois, c'est le fait que le rendement baisse alors que le coût d'emprunt est toujours élevé. Ouais, je pense que c'est ça. Et je pense aussi que je sais pas. juste que le crash du 10 octobre, ça a donné envie à des gens de... Ouais, ce crash du 10 octobre, ça a donné envie à des gens de se retirer avant que ça parte en couille, en fait. Tout simplement. Hein. Se dérisquer. Non, clairement. Après, je crois qu'il y a certains qui disaient sur Twitter comme quoi ils n'avaient pas d'ADL, donc ils ont pas les mêmes risques que les autres à opérer leur stratégie delta neutral. Ouais, bien sûr. Notamment sur les exchanges centralisés. Donc, je sais pas ce que ça vaut, s'il y a des preuves, etc. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, ils avaient essayé, ils étaient collatéralisés comme il fallait, ils ont un reserve fund, tous ces trucs-là. Mais après, faites vos propres recherches. J'ai pas pu regarder de fond en comble. Allez, je fais rapidos sur ce que je m'étais noté. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, Lighter qui nous a fait une gigantesque performance, on va dire, sur l'écosystème Ethereum. Alors, toujours à prendre avec des pincettes. Tu vois, là, typiquement, là, il nous annonce du 9000 transactions par seconde. Ça veut dire que, factuellement, l'infrastructure de Lighter est capable d'éponger ces transactions par seconde. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que c'est des vraies transactions ? Je pense pas. Il est possible que Lighter appuie un petit peu sur les boutons pour envoyer de la transaction par seconde, juste pour briller, en fait, et faire se masturber tous ceux qui aiment les benchmarks. Mais c'est intéressant parce que ça prouve que le modèle d'Ethereum couplé à la technologie ZK et les state diff, c'est un modèle qui est bon et qu'en fait, à terme, des layer 1 concurrents, ça n'aura pas trop de sens. Tu vois. Alors, Hyperliquid a réussi à faire les choses différemment de leur côté, très bien. Mais de plus en plus, les L2, bien designés, ça fera tout ce qu'il faut en termes de performance, en termes de tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a vite fait. Ouais, avec plaisir. Tu peux aller sur Hyperliquid vite fait ? Ouais. Je te montre un truc, peut-être qui peut intéresser le chat. Sur App ? Ouais. Donc en gros, tout à l'heure, tu vois, on parlait du fait qu'il y a eu un airdrop potentiellement de $2000, enfin un airdrop, un tarif dividende pour les Américains. Va sur HIP3, ouais. Alors là, c'est ton Moi, je les vois pas. Moi, je les vois jamais, frérot, les HIP3. Je sais pas pourquoi. Non, mais même le perp, là, ça load pas. Hein. Donc je sais pas si c'est à cause de là où t'es. Non, le perp, ça load. Hein. Va sur HIP3 ? HIP3, je n'ai jamais d'affiché chez moi. Je les ai jamais. Mais bref, en gros, je peux pas trop vous montrer, mais le XYZ 100, qui est une représentation de l'US 100, qui est une représentation des valeurs tech, qui est globalement le Nasdaq, sur le HIP3 de Units, est en train d'exploser à la hausse. Et exploser à la hausse en point de zinzin, quoi. Donc, Trump qui fait du Trump, hein. Vu que c'est post-market et que les marchés ils ouvrent pas tout de suite, ouais. C'est une dingue. Ah oui, oui, du coup. Coup, ouais. Ça permet en fait d'être encore plus au cœur de l'info que les marchés tradis. Mais en fait, c'est un poly-market live, quoi. C'est un poly-market live, tout à fait, ouais. J'aurais bien aimé voir ça. Je voulais vous montrer du coup cet outil. Alors, cet outil qui a été partagé par un des directeurs de la fondation Ethereum, en fait, c'est tout simplement un outil où vous sélectionnez une mise à jour à venir d'Ethereum. Par exemple, tu vois, tu as Fusaka le 3 décembre. Ensuite, après Fusaka, tu vas avoir des sous-mises à jour qui vont augmenter le nombre de blobs. Alors, regarde, tu vois, actuellement, on a 6 blobs. Tu sais, c'est l'espace pour les layers 2 là. Avec un max de 9. Pardon, excusez-moi, j'ai misclick. Voilà. Là, si je me mets sur Fusaka, j'ai toujours que 6 blobs. Donc, en dessous, j'ai toujours la même empreinte et les mêmes transactions par seconde pour des transferts ERC20 et des swaps. Dès que je me mets sur BPO1, qui est en fait une première mise à jour, cette mise à jour va augmenter le nombre de blobs. On va passer de 6 à 10. Là, tu vois directement l'estimation des transactions par seconde pour tous les layers 2 augmente. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça va nous montrer que déjà, rien qu'à partir du 9 décembre, tous les optimistic roll-up, les base, les optimism, les machins, le bidule, les trucs, vont pouvoir profiter de cette bande passante et que très rapidement, un mois après, on va encore augmenter le nombre de blobs. Puis 2 mois après, on va encore augmenter le nombre de blobs. Donc sur cette année 2026, Ethereum va énormément scaler sur la partie layer 2 et normalement aussi sur la partie layer 1. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que en augmentant cette bande passante et donc mécaniquement en baissant les prix, est-ce que le marché va le pricer, ça, tu vois ? On va avoir vraiment l'information de c'est bon, on vous a donné ce que vous voulez. Vous vous plaignez que Ethereum c'était lent, on le rend rapide. Vous vous plaignez qu'Ethereum c'était cher, on vous le rend beaucoup plus accessible. Est-ce que ça va être pricé dans le prix de l'actif Ethereum, tu vois ? Personnellement, je suis mitigé, mais ça va être intéressant à surveiller.
Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, alors ça, je l'ai noté pour toi, frérot. Hyperliquid qui active les prêts et les emprunts natifs sur Hypercore. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les protocoles DeFi de prêt et emprunt ils vont se faire enculer, ou alors ils vont devoir utiliser cette API-là pour proposer des nouveaux outils? Non, en gros, déjà, il faut différencier Hypercore et HyperEVM. Hypercore, c'est globalement le L1 d'Hyperliquid sur lequel ils ont bâti leur perpdex, mais aussi les échanges spot et genre tout ce qui est à côté, et puis probablement d'autres choses avec les prediction market et d'autres. Et là, ils créent du prêt et emprunt nativement sur Hypercore. Et à côté de ça, tu as l'HyperEVM qui est globalement une chaîne EVM à côté qui fait partie de l'écosystème Hyperliquid et qui, elle, peut taper dans la liquidité d'Hypercore. Donc en gros, les deux sont interconnectés. Hypercore, c'est genre c'est là où il y a toute la liquidité et c'est là où tu as énormément de transactions par seconde et tu as tous les trades et tous les gens qui tradent dessus. Et HyperEVM, c'est plus la partie DeFi, dégène, tokenisation, etc. d'Hyperliquid. Et qui s'interconnecte au reste de la DeFi vu que c'est EVM. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tôt ou tard, bientôt, on va pouvoir utiliser, je suppose, du collatéral spot, donc par exemple tes BTC, tes HYPE, etc., pour les prêter nativement via Hypercore et emprunter peut-être d'autres actifs directement sur Hypercore. Et du coup, évidemment, ça met chaud aux gens qui buildent sur HyperEVM, mais du coup, je pense que ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'avoir des marchés de prêts et emprunts qui vont être beaucoup plus gros et beaucoup plus scalables directement, nativement dans le DEX HL et dans le L1 lui-même. Et derrière, les gens, ils vont pouvoir arbitrer des deux côtés. Mais je pense que c'est surtout pour préparer ce dont je parle depuis extrêmement longtemps, c'est le portfolio margin. Et c'est possiblement utiliser des assets spots comme collatéral pour des positions de perp. Et c'est ce qu'on a sur tous les exchanges centralisés, etc. Et là, globalement, si on a les prêts et emprunts sur Hypercore et le portfolio margin, pour moi, c'est le endgame. Et pour moi, Hyperliquid, ça va être genre titanesque. Alors, vraiment, s'ils y arrivent, c'est... Moi, je trouve... Tu vois, j'étais pas allé aussi loin que toi, mais moi, j'ai l'impression juste qu'Hyperliquid, ils regardent toutes les applications crypto qui marchent, qui servent à quelque chose, qui font de l'argent, et ils les intègrent nativement, ou plus ou moins nativement. Bah oui et non, dans le sens où ils font, c'est ce que disaient les gens sur Twitter, c'est que ils intègrent toutes les cores primitives que doit avoir une chaîne qui est censée héberger toute la finance. C'est House of All Finance, tu vois. Du coup, ça veut dire que dans le L1 lui-même, c'est comme si Avalanche, dans la blockchain Avalanche elle-même, il y avait déjà du borrowing lending. Et il y avait déjà du trading spot, du trading perp et tous ces trucs-là. Et que toutes les applications qui étaient bâties par-dessus Avalanche ou bâties par-dessus Ethereum, j'en sais rien, pouvaient taper dans ce truc, dans ce noyau qui était intégré lui-même dans le L1 en fait. Et du coup, en fait, c'est extrêmement intéressant d'avoir ça nativement parce que ça veut dire que ça va être ultra audité, relativement safe, que ça va pouvoir beaucoup plus scaler. Et en fait, le réel problème actuellement d'HyperEVM, qu'on soit franc, c'est que les taux sont délirants. Parce que en fait, les money markets ont peur d'avoir de la bad debt, donc ils ont certains paramètres au niveau des forks qu'ils ont fait de mémoire de AAV, de Morpho, etc., qui font qu'il y a des taux qui sont plus élevés et puis ils n'ont pas le même utilisation rate. Je ne sais pas si les gens dans le chat connaissent l'utilisation rate. En gros, l'utilisation rate, c'est genre la différence entre genre combien d'argent qui est prêté et combien d'argent qui est emprunté. Et en fonction de combien de gens empruntent et prêtent, genre les taux changent en fait. Mais le problème, c'est que les taux sont tellement élevés nativement sur l'HyperEVM, c'est-à-dire que tu es souvent entre du 8, 10, 15% de moyenne sur du USDT, du USDC. Bah, en fait, ça rend beaucoup de use case impossible, parce que ça veut dire que si tu proposes un rendement qui est, disons, inférieur à 10%, bah, en fait, tu peux pas créer des produits sur lesquels boucler, là où sur Ethereum Mainnet avec AAV, tu peux le faire, tu vois, ou même sur d'autres chaînes, en fait. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que ça va être intégré directement au DEX HL via le L1, Hypercore, et du coup, tout le monde va pouvoir en profiter. Et du coup, j'imagine qu'on va pouvoir prêter, acheter ces hype, les prêter et toucher un rendement sur ça. Et peut-être qu'on pourra emprunter de l'USDC et run des stratégies par-dessus. Et on va pouvoir. En fait, ça va permettre d'augmenter l'efficience du capital sur Hyperliquid. Et du coup, de facto, ça va faire énormément grossir la taille, je pense, de Hyperliquid en termes d'open interest, de volume et de gens qui vont interagir dessus. Parce que, il y a des gens qui font pas que du trading qui vont arriver sur le DEX Hyperliquid. Et de 2, pour les gens qui utilisent déjà, genre ça va leur donner des nouvelles opportunités de gagner du yield. Et 3, ça va permettre de faire de l'arbitrage entre HyperEVM et Hypercore.
Et du coup, ça va. Ouais. Pour moi, s'il y a un arbitrage qui se fait entre Hypercore et HyperVM, j'entends grave ton stylo, pardon. C'est que Pardon. ça va. J'entendais que ça. En fait, s'il y a un arbitrage, ça veut dire que ça va augmenter la taille des deux. Et que ça peut créer une sorte de flywheel qui fait grossir les deux. Donc voilà. Après, va falloir attendre de voir à quel point les protocoles sur HyperVM vont réussir à s'en servir, à en profiter. Je rejoins pas mal de gens dans le fait que je pense pas que Jeff et la team HL sont là pour tuer l'écosystème HyperEVM. Je pense que c'est contre-productif. Je pense que ça peut le renforcer, mais il va falloir que les gens s'adaptent et en tirent avantage. Et enfin, pour peut-être clôturer ça, on n'a pas assez d'informations. Il faut attendre qu'ils fassent une communication à ce sujet-là pour expliquer leur vision et ce qu'ils vont faire. Et toujours sur le thème Hyperliquid, on apprend que Paradigm, qui a un gros VC, très gros VC, serait en possession de 6% de l'offre en circulation d'Hyperliquid et du coup un peu moins de 2% de tous les hypes Mais j'en avais parlé ici. Je vous disais qu'ils avaient entre 800 millions et 1 milliard dans différents lives. Donc l'alpha était là. Mais oui, c'est un truc en backstage qui se sait depuis un moment. Et du coup, en gros, ce qui va se passer, juste pour corriger, pour compléter vite fait, en gros, il y a un truc qui s'appelle Son, SONN, qui était une sorte d'entreprise de bio, je sais pas quoi, en TradFi. Et en gros, eux, ils ont totalement rotate pour faire une sorte de treasury de hype et d'être un véhicule d'investissement pour acheter du hype. Et du coup, eux, ils vont se rename et genre leur ticker, ça va être PURR, P-U-R-R. Et en gros, ils collaborent avec Paradigm. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font genre une sorte de micro-stratégie ou de véhicule d'investissement autour du hype. Dans lequel certains vont pouvoir déposer soit du cash pour en acheter, soit déposer directement du hype. Et ça, c'est fait de mémoire en partenariat avec Paradigm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Paradigm va utiliser ses hypes, déplacer une partie de ses hypes dans ce véhicule-là. Et du coup, en gros, le véhicule d'investissement, ils veulent il fasse 888 millions de dollars. Et je crois qu'il y a 600 millions. J'ai écouté des interviews, parce qu'en fait, ça va devenir Hyper Strategy, ce truc-là, avec le ticker PURR. Et HyperStrategy donc lève 880 millions de dollars, dont 600 millions de dollars en hype qui sont déjà donnés par des gros acteurs, dont Paradigm, de ce que j'ai compris. Et le reste, c'est du cash qu'ils vont utiliser pour acheter du hype, soit en ETC, soit au marché. Et du coup, la théorie de certains, c'est qu'ils créent un véhicule d'investissement en bourse qui permet aux Américains et aux autres gens d'acheter du hype d'une certaine manière via ce véhicule en TradFi. Mais du coup, ce qui est intéressant pour Paradigm, c'est qu'ils ont juste à mettre du hype dedans, récupérer des parts, et à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent acheter des parts ou minter des parts, et en fait, Paradigm va pouvoir être le contrepartie. Donc, en gros, ça pourrait permettre à Paradigm d'utiliser la finance traditionnelle comme exit liquidity pour leur hype, sans impacter le marché directement. Via le site Hyperliquid où les gens trade ou via d'autres exchanges. Là, ils pourraient directement vendre sur la gueule des gens en TradFi, quoi. Enfin, en tout cas, c'est des théories. Ouais. Alors, moi, ce que je trouve assez incroyable dans cette histoire, c'est l'omniprésence de Paradigm en haut de la pyramide. Ça devient un peu un mini BlackRock du Web3, en fait. Ah, totalement. Bon, déjà, c'est un énorme VC, pour ceux qui ne le savent pas. Ils investissent partout. Tout le monde est très content de travailler avec eux. Et accessoirement, il faut savoir que c'est la boîte qui a créé le client d'exécution RETH ou RustETH, qui est utilisé actuellement par quasiment tous les layers 2 d'Ethereum. Tous les layers 2 performants comme Base, Optimism, etc. utilisent RETH. Voilà. Et en plus de ça, récemment, on a un des, je crois, cofondateurs de Paradigm qui a quitté Paradigm pour rentrer chez Tempo, tu sais, le layer 1 de Circle. Donc les gars sont plugués de malade mental. C'est un truc de fou. Donc c'est un peu comme Jump Crypto côté Solana. Eux ils le sont sur Ethereum, le VM, etc. quoi. Ils ont des billes partout et ils font du fric dans tous les sens. Voilà. Ouais. Et vous pouvez voir voilà les investissements. Il y a de l'acide, il y a de l'acide, il y a de l'acide. Et puis tu as des bêtes de projet quoi. Etherealize notamment sur la partie trésorerie en Ether, Calchi, GTE. Tu vois on parlait de Kourou. Tu vois, un petit peu de Monad, un petit peu de Calchi, un petit peu de GTE, Privy, il se place un peu partout, quoi. Et j'en ai terminé, moi, sur ma partie Fonda et tout. Je vois que ça râle sur l'engagement et sur l'échange avec le chat, donc n'hésitez pas à avoir vos questions, les potes. Ouais, bien sûr, n'hésitez pas. Un avis sur Or, écoute, je vois ça dans ton chat, Léo. Or, je vais pas faire genre, je maîtrise pas trop, mais en gros, c'est un altcoin en proof of work sur Solana.
sur le narratif un peu mining, réserve de valeur et tout. Et en fait, pour une raison absolument obscure pour moi, le prix a explosé récemment. Bon, déjà, il avait déjà explosé une première fois et puis il était parti à la cave. Et là, il a réexplosé à nouveau. C'est absolument aberrant. Voilà. Mais pour moi, ça fait partie de ces altcoins. En fait, c'est le jeu des chaises musicales, mais ça finit mal pour ceux qui rentrent en courant après le prix. Donc faites gaffe à vous. On me demande pourquoi j'ai décidé de farmer Lighter et pas un autre dex, genre Paradex, Aster, etc. J'ai voulu tester Lighter, honnêtement, parce que c'est celui qui me semblait le plus massif après HL, hors la cabale Aster où j'ai pas envie trop de mettre mes pieds. Et parce que c'est probablement celui qui sera le mieux capitalisé après HL et Aster et où le potentiel airdrop est le plus élevé. Donc en fait, enfin, genre farmer en fait, soit tu décides d'avoir une petite part d'un gros truc, soit tu décides d'avoir une grosse part d'un petit truc. Et je pense que je préfère avoir une petite part d'un gros truc parce que ce gros truc a plus d'espérance de gain d'être gros à l'avenir que d'avoir, enfin, genre avoir une grosse part d'un airdrop, d'un d'expert, genre type, je sais pas, Paradex ou Extended, etc. Ça peut m'intéresser, mais genre c'est beaucoup plus gambling et risqué pour moi de passer mon temps sur quelque chose comme ça. Là où Lighter, à mon sens, genre j'aurais beaucoup moins de points et un airdrop beaucoup plus petit en pourcentage de supply. Mais Lighter a aussi un bon potentiel pour croître à l'avenir par rapport aux autres, je suppose, parce que c'est là où il y a le plus de traction et c'est probablement ceux qui ont le plus prouvé jusqu'à maintenant, hors HL. Peut-être avec Aster. Je parle pas des projets qui ont déjà un token, évidemment. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je réfléchis. Pourquoi la team HL n'intègre pas XMR en perp ou en spot? Bon, déjà en spot, je pense que ce serait un bordel à faire. Et surtout, moi, je pense pas qu'ils vont le faire. Peut-être qu'ils vont le faire, mais je pense pas qu'ils vont le faire parce que c'est trop d'emmerde pour rien. Monero, c'est un nid à emmerde, malheureusement. Moi, je kiffe Monero, mais c'est vraiment le vilain petit canard. Les régulateurs le détestent, en fait. Parce qu'il est utilisé énormément sur le darknet, les gars. Tout ce qui est achat de cochonneries sur Internet, pour dire les choses poliment, c'est un Monero, quoi. Alors, quels sont les autres messages dans le chat? À quel point TradeXYZ est pertinent? Je parle bien comparé au broker tradi, évidemment, histoire de régulation KYC, c'est plus mon liquide, plus coûteux. Est-ce que le 24/7 a vraiment du sens? Regarde aujourd'hui, oui, ça pump, mais le funding est du 100%, alors je farm, je suis bullish, Shoku va délivrer, mais je suis dubitatif. En fait, le truc, c'est que la plupart des brokers sur lesquels tu vas échanger des indices, genre type S&P 500, US 100, etc., en fait, tu peux acheter ces indices sous forme d'ETF, en fait. Donc, tu peux hold en spot. Et donc, si tu veux hold en spot, c'est probablement EV+, si tu es patient, etc. Par contre, si tu veux trader ces produits-là sous forme de dérivés, souvent, c'est des produits qui sont beaucoup plus compliqués d'accès. Et en plus de ça, en fait, le fait de vendre tes cryptos, c'est un fait générateur d'imposition en France. Donc, pour ceux qui veulent pas avoir un fait générateur d'impôt en France, rester en crypto et trader ce genre d'actifs via des perp, c'est intéressant. Après, oui, je suis totalement d'accord sur le fait que le funding, il peut énormément rogner ta performance. Le problème du funding et du funding actuel là en ce moment, en même temps qu'on parle ici là de XYZ100, c'est que en fait l'oracle il se base sur les prix genre disponibles sur le marché. Mais en fait les prix disponibles sur le marché c'est ceux de vendredi soir. Or on est dimanche soir, dimanche après-midi, et donc dans quelques heures, dans 6h30, on va avoir les marchés qui vont réouvrir. Et donc à ce moment-là, le prix de l'oracle, donc le prix référence pour l'oracle de XYZ100 sur Hyperliquid, il sera mis à jour. Et à ce moment-là, le funding il sera normalisé, parce qu'en fait, le funding, c'est le calcul de la différence entre le prix du marché actuellement et le prix de référence de l'active spot. Le problème, c'est que si l'active spot, il trade pas, et que genre, tu as une news de zinzin qui est hyper bullish, en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont acheter pendant ce moment où genre, le spot n'est pas coté, et puis genre, quand ça va rouvrir, seulement là, l'oracle va se mettre à jour. Mais tant que l'oracle n'est pas mis à jour et que la donnée des marchés publics n'est pas, enfin tant que les marchés publics ne sont pas ouverts et que la donnée se met pas à jour, et en fait, genre les mécanismes d'un perp en crypto, ils prennent en compte cette différence-là. Et vu que la différence elle est énorme, il te fait payer un énorme funding pour inciter les gens à être short, pour arbitrer ce truc-là et pour faire en sorte que l'instrument que tu trades, à savoir le produit dérivé, suive parfaitement l'instrument spot. Or là, on est dans un contexte spécial parce que le week-end, le spot n'est pas coté.
Donc, forcément, tu crées des différences de zinzin, quoi. Donc, le mieux, si tu trades des produits dérivés, c'est probablement de couper ta position le vendredi et de la rouvrir lundi, si tu veux pas te soucier de ça. Parce que du coup, en semaine, les fundings sont beaucoup plus faibles, parce que c'est beaucoup plus arbitré, et parce que c'est liquide, et que genre, tu as des acteurs qui peuvent arbitrer ça avec de la size. Je sais pas si c'est clair. On m'a posé la question, un petit mot sur Plasma. Bah moi, écoutez, Plasma, je regarde. On revient sur le prix pré-market autour des 30 centimes, donc 3 milliards de FDV, ça me paraît un petit peu plus raisonnable en termes de valorisation. N'oubliez pas qu'il y a du coup 10% du supply qui a été vendu à 500 millions de FDV, donc ces gens-là sont quand même toujours en x6 et ils sont toujours liquides, donc ils peuvent vendre à tout moment. Ils ont peut-être déjà vendu, mais ils peuvent vendre à tout moment. Et ensuite, on a une partie investisseur qui pèse quand même 25% du supply, où on ne sait pas à quel prix ils sont rentrés, mais croyez-moi, ils sont rentrés bien en dessous de 500 millions à mon avis. Donc ces gens-là sont aussi sur un joli multiple. S'ajoute à ça, dans un an, la team qui pourra vendre ses jetons, qui a quand même 25% du supply sur 3 ans. Voilà. Et la partie écosystème, bon bah voilà, ça a été des airdrops, des incitations économiques, etc. Mais moi, je trouve que le projet, il est béton sur le principe, mais le token, aussi bien la tokenomics que l'utilité du token, je trouve ça vraiment à chier. Et moi, c'est ça qui fait que je suis vraiment mitigé. C'est que déjà, je m'attendais à un peu plus de commitment de la part de Tether, pour être très franc avec vous, sur ce qu'ils allaient faire avec ce projet-là. Au final, tu vois, ils ont même pas émis d'USDT natif à ma connaissance sur ce Layer 1-là. Maintenant que la hype est passée, bon bah voilà, ils nous parlent des produits néobanques et tout, c'est bien, mais en fait, en quoi ça propose? Bah, tu sais, tu as du USDT qui circule sur Ether, sur Tron, sur Mais Solana, tout se fait en sur USDT Avalanche, 0 etc. maintenant, comme partout en vrai. Parce que USDT 0, c'est le, c'est le standard qui est notamment utilisé par toutes les brains comme Layer 0. En fait, c'est ce qu'on appelle des tokens OFT. Et en fait, ça te permet de faire du cross-chain, genre à très bas coût et instantané, quoi. Donc en gros, ça peut te permettre d'envoyer tes USDT 0 qui sont, j'en sais rien, sur Base ou qui sont sur HyperEVM instantanément sur Plasma, tu vois. Et USDT 0, je connais le gars qui a écrit ça. Et genre, en gros, ils sont cul et chemise avec Tether. Donc, c'est plus ou moins same shit de ce que je comprends. Ouais, d'accord. C'est bon à savoir, je savais pas. Mais en tout USDT cas. 0, c'est plus un USDT nouvelle génération pour la DeFi. Parce que du coup, tu peux le bridge, tu peux l'envoyer sur d'autres chaînes, genre beaucoup plus facilement. Après, il y a sûrement des gens qui sont beaucoup plus experts que moi sur le sujet dans le chat, mais moi, c'est ce que j'en ai compris. Bah écoute, voilà, moi, mot de la fin sur XPL. En fait, tokenomics et token à chier pour moi, mais, on n'est jamais à l'abri qu'ils fassent une annonce béton et qu'avec l'annonce béton, ça reparte. Donc, mitigé, si vous trustez, pourquoi pas, mais moi, j'avoue que si je devais me risquer dans les crypto-monnaies, ce serait pas XPL qui sera au top de ma liste, quoi. Surtout quand BTC, Ethereum, Solana et Hyperliquid existent, voilà. Bah, je pense qu'on a tous été déçus par Plasma, quoi. Enfin, par XPL, clairement. Pas par Plasma, surtout par XPL, quoi. En fait, le truc, c'est que il est monté beaucoup trop fort, trop vite. En fait, c'est simple. Quand ça monte trop fort, trop vite, on n'est pas content. Quand ça monte pas, on n'est pas content. Ouais. Mais voilà, ne pas oublier qu'il y a des gens qui sont en x6, voire en x10, x15, x20. Après, c'était tellement haut aussi. On était genre à 15 milliards de FDV, 20 milliards quasiment. Est-ce que ça va à l'esprit-là? Mais voilà, alors un truc très intéressant, un message dans mon chat. Pour moi, si on prend du recul, les valorisations sur les altcoins sont élevées. Combien de personnes dans cette boîte? 20, 5 milliards pour Ethena, 20 personnes. En fait, j'ai envie de dire, en crypto, on s'en branle de combien il y a d'employés et tout. Léo aime bien utiliser l'exemple d'Hyperliquid, mais en fait, l'exemple est très bon, soit Hyperliquid ou Bitcoin d'ailleurs. Bitcoin, en fait, la valorisation, elle peut monter dans le sens où tu as des gens qui minent le Bitcoin et qui doivent vendre une partie de leur Bitcoin pour rembourser leurs coûts matériels, leurs coûts en électricité. Donc, ça repose quand même sur quelque chose. Hyperliquid, bon, la team va débloquer des jetons incessamment sous peu, je crois, fin novembre. Mais mis à part ça, t'as pas eu des investisseurs privés qui sont rentrés, par exemple, à $1, $2, $3 et qui sont en fois, je sais pas combien. En fait, ceux qui ont fait des gros multiples, c'est ceux qui ont croqué l'airdrop et qui potentiellement l'ont toujours pas vendu. Mais je pense qu'une grosse partie des gens qui ont croqué leur airdrop l'ont déjà vendu ou sont en train de le vendre. Donc en fait, t'as pas la même pression vendeuse. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit... Parce que tu vois, sur HL, en vrai, il y a une pression vendeuse dans le sens où tout le monde est liquide. Personne n'est vesté.
Et donc, en gros, Oui, tout voilà. le monde peut dump. Donc, quand tu compares à d'autres cryptos qui ont ce market cap-là, bah, il y a des grosses parties des market cap. Genre, il y a des LP, enfin, je sais pas, genre, des fois, je me dis que, genre, le fait que ce soit 100% commu et que ce soit des traders, ça rend aussi le truc volatile parce que t'as plein de gens qui, enfin, si tu regardes les statistiques sur les experts, les gens qui travaillent dessus genre, t'as 95%, 90% des gens qui, historiquement, perdent de l'argent. Enfin, en tout cas, la moyenne, c'est que la majorité perd, genre, en trading. Donc forcément, en fait, le problème, c'est que les mecs qui ont été airdrop et qui ont tradé, ils veulent se break-even. Parce qu'ils perdent sur le, sur le trading. Oui, Du coup, vu qu'ils se break-even, ils vendent sur le hype. mais, Mais je vois ce mais que tu veux comme hype, il est sorti à combien? Il est sorti à 3 dollars, un truc comme ça? 3-4 dire. Ouais, dollars? Au plus bas, il est pendant tombé quelques à minutes. quoi? Ouais, voilà. En fait, la valorisation d'Hyperliquid de son vivant, je parle pas de tout ce qui est pré-market et tout, hein, n'a jamais été en dessous de 4 milliards de dollars. Alors que dans le cas d'XPL et de nombreux altcoins, tu as des gens qui ont pu rentrer à 100 millions de valo, 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions. Et aujourd'hui, qui voient le truc à 3 milliards et Mais à un moment donné à en, 15 milliards. en fait, le truc, c'est que, genre, comment tu valorises un placement? En vrai, c'est facile de valoriser un Hyperliquid. Hyperliquid, ils font quoi? Ils font 1 milliard de revenus annualisés actuellement. C'est le rythme sur lequel Mhm. ils sont. Et ils sont à quoi? Ils sont à 11 milliards, non, 13 milliards, 13, 14 milliards de market cap, Hyperliquid. Donc, en gros, chaque année, au rythme actuel, s'il n'y a pas de croissance, pas de décroissance. Et évidemment, la crypto, c'est volatile, donc il peut y avoir une tonne de croissance comme une tonne de décroissance. Chaque année, ils rachètent avec l'Ascent Fund pour 10% du market cap. Donc forcément, c'est un impact qui est énorme sur le prix. Donc c'est beaucoup plus facile à valoriser parce que tu te dis, ok, ça vaut 14, ça rapporte 1 par an, et une pression d'achat de 1 par an, peut-être que ça fait monter de 2-3 milliards de market cap ou bien plus, tu vois, t'en sais rien. Parce qu'en fait, genre, quand t'achètes, genre, t'as un impact sur le market cap. C'est pour ça que les market cap, ils veulent dire tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, genre, Mm. certes, genre, BTC, il a un market cap de 2061 milliards, mais avec 10 milliards, peut-être tu le fais baisser de 50 milliards de valorisation, j'en sais rien, ou peut-être 100 milliards, ou peut-être 200 milliards, j'en sais rien. Donc après, je donne des chiffres au hasard, mais vous avez compris, il y a des multiplicateurs. Mm. Donc c'est facile de valoriser une boîte qui a du revenu. Par contre, C'est valoriser plus un facile, ouais. token qui n'a pas de revenu, c'est beaucoup plus difficile. Genre, et c'est pour ça que beaucoup de choses qui ne s'appuient pas sur des revenus ont des prix qui sont aussi volatiles parce qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque, d'une Ouais, certaine ouais, manière. Enfin, on peut dire ça. On peut dire ça. j'abuse. Enfin, ils ont une valeur fondamentalement intrinsèque, mais c'est pas du revenu ni du buyback, tu vois. Mm. Donc, c'est beaucoup plus difficile de mettre un plafond comme de mettre un plancher, quoi. Alors que Mm. sur un truc qui dégageait énormément de revenus, bah, c'est beaucoup plus facile de mettre un plancher, mais c'est beaucoup plus facile aussi de mettre un plafond. Parce que si demain, HL génère 1 milliard et que ça en vaut 100, bah forcément, complicado, quoi. Tout comme tu Mm. regardes les Tesla, les Amazon, et tu regardes le PE ratio, et genre, enfin, et tu regardes genre leurs revenus et leur marge nette et tous ces trucs-là, tu vois. Mm. Donc ouais. Mais tout ça pour vous dire, oui, je suis d'accord que la majorité des altcoins, les valos sont complètement délirantes, mais il faut pas oublier que les altcoins, en fait, leur valorisation, c'est un sentiment. C'est surtout un sentiment et c'est pas quelque chose de C'est un réfléchi plus momentum. que ça. Je vais vous donner un exemple et je pense qu'on pourra clôturer l'émission sur ça. En 2021, je posais régulièrement la question, est-ce que pour vous, les altcoins sont sous-valorisés quand on est en bull market? Tout le monde me disait oui, c'est sous-valorisé, oui, c'est sous-valorisé. Dès qu'on se prenait à moins 50% dans la gueule, tu posais la même question alors que tous les prix, ils avaient divisé par deux et ils te disaient c'est survalorisé. Donc en fait, c'est juste que les gens, quand les prix sont verts, ils se disent ouais, en fait, c'est vrai que c'est quand même l'avenir de la finance, le Web3, les cryptos et tout le monde est content de voir des valorisations en milliards. Et quand t'as tout qui est en train de fondre, tout le monde dit ouais, c'est du grand n'importe quoi, ces prix et tout. Mais il faut pas oublier que aujourd'hui, Bitcoin, ça représente 57% de la valorisation totale du marché, et Bitcoin, il est valorisé à plus de 2000 milliards de dollars. Voilà. Et Bitcoin, c'est pas l'or, hein. C'est pas un conducteur en énergie, ça fait pas de la bijouterie. C'est un super projet, hein. Mais c'est juste que voilà, c'est quand même 2000 milliards de dollars Bitcoin. Quelqu'un qui dit quels seront les revenus et les buybacks de HL en bear, c'est surtout ça la question. Bah, je suis d'accord. Si on va en bear market, les prix baissent, les gens ont moins envie de trader, ils ont moins de capital pour trader, donc mécaniquement tout baisse. Sauf dans un seul cas, où pour moi ils peuvent vraiment réussir, c'est si jamais ils réussissent à avoir une traction de malade sur le trading d'actions et d'indices, que ce soit Ouais. en perp ou en spot. Parce que vu que c'est un marché qui est pas 100% corrélé, ou même, j'en sais rien, le gold ou le truc,
Mais en fait, ça rendrait HL genre pertinent et aussi intéressant, voire plus intéressant dans ce cas de figure-là, tu vois. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que tous les crypto-natifs, ils auraient un endroit où ils pourraient s'exposer à des actifs et des assets qui ne sont pas nécessairement aussi corrélés ou aussi baissiers ou aussi en baisse que la majorité des cryptos, quoi. Donc pour moi, c'est ça le bull case. Mais après, on va pas se mentir, si BTC baisse, Hype baisse, si les cryptos et BTC baissent, les revenus baisseront probablement. Mais d'un autre côté, ils font tout pour essayer de rester pertinent, peu importe l'environnement de marché. Donc voilà, faut pas se faire de fausses idées. Et encore une fois, c'est pas parce que actuellement ils ont 1 milliard de revenus annualisés que demain ça va être 2 milliards ou que ça va rester 1. Ça peut être divisé par 2, j'en sais rien. Mais ce qui est assez impressionnant jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ont réussi à avoir des revenus qui sont assez consistants et stables au fur et à mesure des derniers mois, voire en croissance. Stable, hein. Alors, et malgré le fait qu'ils aient déjà airdrop. Alors que je mets ma main à couper que les revenus ou le volume de tous les exchanges décentralisés qui aujourd'hui leur font concurrence n'auront plus du tout les mêmes chiffres après. Genre. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, même Pump Fun, là, hein, ça s'est bien calmé, hein, niveau revenu. Là, on est sur 30 millions sur 30 jours, ça fait 1 million jour. On était sur 3 millions à peu près avant le crash du 10 octobre. Donc, Pump s'est calmé, mais pas hyper liquide. Et en fait, de toute façon, dès qu'il y a de la grosse volatilité, dès que ça liquide dans tous les sens, hyper liquide, il mange. Donc, c'est un casino qui brasse plus que Pump Fun. Après, le risque, je rappelle sur Hype, c'est que vu que c'est beaucoup plus rationnel en termes de valorisation que tout ce qui existe actuellement en crypto, bah, ça met aussi un plafond de verre, quoi, d'une certaine manière. Parce que, genre, comment tu valorises un truc à 200 fois ses revenus? Peut-être tu t'appelles Elon Musk et t'as Tesla et à ce moment ça te pose aucun problème. Mais compliqué. Bah, peut-être que si Jeff serre la main de Trump, il y aura un avant et un après. Hein. C'est ce que je veux dire. En attendant, Trump, il a serré la main de Sisi. En tout cas, il l'a pardonné et il le connaît pas. Ouais, il l'a pardonné, il le connaît pas. Et ça, c'est beau. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. Comme à chaque fois, vous pouvez retrouver l'émission, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. Donc le lundi en général, et quand on fait l'émission le lundi, ça nous arrive, on republie le mardi sur la chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy. On se retrouve dès cette semaine pour des nouveaux lives de mon côté sur twitch.tv/capetlevray. Toi Léo, je sais que tu vas rentrer bientôt, donc on va pouvoir faire des émissions un petit peu plus tard, avec un son un peu meilleur, notamment de ton côté. Donc ça va être cool. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Et pour terminer cette émission, si vous êtes fumeur, n'hésitez pas à essayer d'arrêter de fumer comme moi, vous verrez, ça fait vachement de bien. Surtout dans ces moments de marché où l'anxiété est de mise. Merci Léo. Merci à tous, merci le chat, merci pour tous vos messages. Lisez votre chat et répondez au moins non, c'est ce qu'on a fait. On a fait que ça. On a fait que ça. Mais après, c'est compliqué, encore une fois, de garder un ratio où on vous apporte des choses qui sont intéressantes et de répondre que à vos questions qui vont un peu aussi dans tous les sens. Donc, on essaye de faire au mieux pour avoir un peu des deux. Et voilà. Ouais, c'est vrai que t'as pas fait l'analyse technique, Picsou, mais en vrai, c'est un peu comme les semaines précédentes. Franchement, les gars, d'un point de vue analyse technique, je vous mens pas, on s'est pris une grosse baisse dans la gueule. Si vous regardez mes tweets, vous avez le plus gros de l'information, honnêtement. C'est pour ça que j'essaie d'être complet dans mes tweets, pour s'en servir comme support dans les streams et pour avoir des choses assez complètes à côté. Désolé de ne pas pouvoir contenter tout le monde, j'ai conscience de ça, mais voilà. Ouais, bah t'es notre prophète, hein, Léo, maintenant. T'as une certaine responsabilité sur nos épaules. Hein. Sur tes épaules, pardon. Ça met la pression parfois. Bah j'entends. Bon, merci beaucoup en tout cas, voilà. Lien utile en description, commentaire épinglé, et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde. Tchuss.